Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur N1, le podcast WNBA. Et non, aujourd'hui ce n'est pas Chris qui présente, je pense que vous avez reconnu ma voix. Écoutez, c'est Thomas en direct du coup du podcast N1. Et aujourd'hui je suis avec mon compère Elliot. Salut Elliot, comment tu vas? Salut, hello Tom, hello tout le monde. Bon, écoutez, comme vous l'avez vu, aujourd'hui, Chris nous a abandonnés, mais vous inquiétez pas, il sera de retour parmi nous la semaine prochaine. On voulait lui faire cette petite dédicace avant de commencer notre podcast. Bien évidemment, avant de lancer la trame habituelle, on vous rappelle les standards. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok. Vous nous retrouvez aussi sur le Discord communautaire. Venez, franchement, c'est sympa. On peut échanger ensemble sur les différents sports US. On parle de NBA avec les finales qui se sont terminées. On parle aussi NHL, on parle des mousquetières aussi, très sympa. Donc, n'hésitez pas à venir discuter avec nous. Et bien évidemment, vous nous retrouvez sur les plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, etc. Hier, parce qu'aujourd'hui nous sommes mercredi pour le rendez-vous habituel. Hier, vous avez eu le débrief des finales NBA. Et donc aujourd'hui, on part sur le débrief de la semaine de WNBA avec Elliot. Écoute, je te propose qu'on parte. Cette semaine, on fait quelque chose d'un peu particulier. On n'a pas encore eu les joueuses de la semaine. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous proposer nos joueuses à nous. Écoute, Elliot, je t'en prie, à l'Est, quelle est la joueuse ou quelles sont les joueuses qui t'ont marqué cette semaine? Et puis, on va pas changer, on va prendre Alyssa Thomas. Je pense, c'est probablement celle qui va avoir le titre de joueuse de la semaine. Donc, la joueuse du Connecticut Sun, avec Connecticut 3 matchs la semaine passée et 3 victoires. Et Alyssa Thomas qui continue sur sa lancée du début de saison et sa capacité à faire tout sur un terrain, avec 13,3 points, un peu plus d'11 rebonds, un tout petit peu moins de 7 passes et aux alentours de 3 interceptions. Le tout, c'est ça qui est surtout impressionnant, à 70% au tir. C'est-à-dire qu'Alyssa Thomas, c'est pas celle qui va vous prendre 25 tirs par match. C'est dans l'efficacité, dans la justesse technique, dans la justesse des choix. Et puis aussi, on voulait passer un petit big up à Dijonay Carrington, Thomas. Ouais, carrément. Ça, c'est une petite dédicace pour notre ami du compte de Connecticut Sun FR que vous pouvez retrouver sur Twitter. Un petit big up à Dijonay qui nous sort une grosse semaine, qui a été élue par, entre guillemets, les internautes impactrice Ouais. playeuse, on va le dire comme ça, de la semaine, qui nous a sorti un gros match contre le Fever avec plus de 20 points. Donc voilà, on aime aussi mettre en avant les joueuses défensives. Si vous ne l'avez jamais vu jouer au basket, allez-y, c'est assez monstrueux l'impact défensif qu'elle a sur les matchs. Exactement. Et puis à l'ouest, ça va être Nafissa Collier, avec, comme Connecticut, 3 victoires sur cette semaine et puis des stats assez incroyables. On est à 20 points, un petit peu plus de 6 rebonds, un tout petit peu moins de 4 passes et surtout presque 4 interceptions. Elle nous a même sorti son carry high aux interceptions avec 8. Donc Nafissa Collier, c'est des 2 côtés du terrain, c'est vraiment très fort. C'est la joueuse avec le meilleur defensive rating de la ligue. En bref, Minnesota va bien et Nafissa Collier va extrêmement bien. Ouais, c'est ça concrètement, Minnesota réalise un gros début de saison, 4 victoires d'affilée là, sur les derniers matchs de Minnesota. Et puis, on va pouvoir enchaîner directement sur notre point classement. Yes. Sans surprise, vous retrouverez Connecticut et Minnesota en haut du classement. Écoute, je te laisse nous parler un petit peu de cet enchaînement de victoires de Connecticut. Ouais, c'est ça et puis, Connecticut, qui sont sur 3 victoires consécutives après avoir perdu, pas samedi là, samedi d'avant contre New York. Bien C'est leur seule évidemment. défaite de la de la saison. Elles sont en 12-1 et puis, donc là, il y en a eu 3 victoires cette semaine contre Indiana, Chicago et Dallas et puis, on sent globalement de la maîtrise, bien sûr. C'est pas une équipe flashy, c'est pas une équipe qui va vous mettre 125 points. C'est de l'efficacité, de la défense et puis ça roule. Et puis du côté de Minnesota, on a Kayla McBride, bien sûr, la shooteuse d'élite, tireur d'élite, pour ceux qui ont la rêve du film, avec des gros pourcentages à 3 points. Et puis Nafissa Collier, et puis bien sûr Alana Smith à l'intérieur, dont, enfin,
qui est pas souvent mentionnée comme importante, mais voilà. Et puis Olivia Epoupa aussi, même si elle n'a Ouais, pas joué dans le dernier match, elle est toujours présente dans l'effectif. bien sûr. Et puis bah, du coup, Minnesota a obtenu son billet pour la finale de la Commissioner's Cup Exactement. qui les opposera au Liberty. On reviendra là-dessus dans le programme de la semaine. Mais ouais, globalement, Minnesota et Connecticut avec le Liberty qui enchaîne sur les victoires, qui ont pris globalement la tête du classement. Sans trop Mhm. d'inquiétude, écoute, comme tu l'as très bien dit, elles sont sur leur lancée. Et puis, bah, bon courage pour aller les déloger de ce classement. Exactement. On va parler d'une équipe qui va un petit peu moins bien. Ouais. On l'avait abordé rapidement la semaine dernière, mais tu voulais en parler et je te suis là-dessus. Un début de saison vraiment difficile pour Vegas. Ouais, c'est les Aces, double championne WNBA en titre, qui ont un bilan à l'équilibre de 6 victoires et 6 défaites, et notamment 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Sans Chelsea Gray, absolument, on le rappelle, la point guard, qui n'est pas encore de retour, mais ça ne devrait pas tarder puisqu'elle était listée active au dernier match. Mais même les problèmes de Las Vegas ne sont pas vraiment liés à son absence. Comme Becky Hammon le disait, c'est que les choses que je pense, je cite, être notre problème, elle ne peut pas les régler, c'est interne, c'est individuel. Il faut donc mettre de l'ordre dans notre maison. Ouais, à Las Vegas, ça va pas très fort et donc ils ont décidé de faire un peu de mouvement dans l'effectif avec la signature de la rookie Jessica Carter, draftée par New York, puis coupée juste avant le début de la saison. Et puis c'est une ancienne joueuse de Mississippi State, donc c'est plutôt un poste intérieur, 1,96 m je crois, et qui va essayer de dynamiser puis venir soutenir AJ Wilson qui, elle, reste sur une saison, sa meilleure saison statistique et tout simplement intouchable. Ouais, c'est ça. Bah, écoute, AJ Wilson est un peu esseulé, j'ai envie de te dire, et Ouais, puis ses statistiques ne sont pas forcément révélatrices du niveau de Vegas. très clairement. On en a parlé rapidement lors des derniers podcasts, mais globalement, on ressent la difficulté que c'est pour une équipe d'enchaîner après un back-to-back. Déjà, après une bague, c'est compliqué, mais après un back-to-back, se remettre dedans. Tu en as très bien parlé, l'absence de Chelsea Gray qui pèse quand même dans le jeu de Vegas. À la création, c'est vraiment compliqué. Sur les 10 derniers matchs, on est sur 4 victoires et 6 défaites. Leur dernier match, c'est une défaite contre le Liberty. Bon, après, c'était pas un match simple, Mmh. mais elles ont vraiment du mal à se mettre dedans. Après, on n'est pas forcément inquiet. Avec le retour de Chelsea Gray, l'intégration des jeunes joueuses, potentiellement, on sait que Ouais, Vegas a cette capacité aussi de gestion. Et puis, c'est pas là qu'on les attend. On les attend bien évidemment en playoff. Donc, donc voilà, on va dire un petit point d'inquiétude, mais c'est pas non plus l'alerte rouge à Vegas. voilà, il y a pas le drame. Exactement. Pour parler un petit peu du bas de tableau, on peut saluer Washington qui a obtenu sa 2e victoire cette semaine. Ouais, absolument. Mais on va se concentrer sur le duel qu'il y a eu entre Chicago et Indiana. Bah, écoute, je vais te lancer sur le sujet, juste pour information. Ce match a été le match qui a recensé le plus Ouais. d'auditeurs et auditrices sur les 23 dernières années. Pas une énorme surprise quand on sait que cette opposition mettait en valeur les 2 rookies les plus en vue de ce début de saison. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette confrontation et de ce qui en est sorti médiatiquement? Ouais, absolument et puis, le Fever et le Sky qui s'étaient affrontés, il y a 2 semaines pour le premier match de la Commissioner's Cup avec une victoire d'1 point du Fever, c'était très, très chaud et puis là, le Fever l'a encore emporté, face à Chicago, donc c'était à Indianapolis, victoire 91-83 et puis globalement un bon match de nos rookies qu'on suit bien sûr, Caitlin Clark qui finit à 23 points à 63% au tir, ce qui est assez notable puisque souvent elle a tendance un peu à arroser et trouver la mire que sur quelques tirs, mais là c'est plutôt bon comme pourcentage. Et puis Angel Reese en face qui continue sa série de double-double avec 11 points et 13 rebonds. Elle est tout simplement exemplaire. J'ai écouté bien sûr le brunch Swish Swish, on leur passe un petit coucou, et qui disait qu'Angel Reese était vraiment un leader dans les moments forts comme dans les moments faibles pour Chicago, et je partage totalement cet avis. Après, il y a juste un petit incident à signaler.
C'est sur un drive de Clark, Angel Reese qui tape la tête de Caitlin et la faute était revérifiée en faute flagrante 1. Quel est ton avis, Tom? Bah écoute, ouais, tu vois, on en parlait en off avant. Moi, je suis d'accord pour dire que c'est une faute flagrante. Ouais. Après, je pense pas que ça méritait tout l'abattage médiatique qu'il y a eu Mmh. par la suite. Je pense très honnêtement que les médias américains, notamment, essayent de nourrir une sorte de rivalité malsaine entre Ouais. Caitlin Clark et Angel Reese. Je suis pas sûr que ce soit vraiment le cas. On est d'accord pour dire que cette faute méritait d'être qualifiée en faute flagrante. Ouais. Après, est-ce que ça méritait tout le tintouin qu'on a eu derrière? Je suis pas sûr. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu en penses de cette action globalement? Ouais, et puis Caitlin Clark, elle a vite éteint l'incendie en conférence de presse. Elle a dit c'est un play de basket, ça arrive. Elle prend la tête, mais bien sûr qu'elle visait le ballon. Au bout d'un moment, enfin, c'est le jeu et voilà. Et Caitlin Clark et Angel Reese le savent et vont très bien s'en sortir. Ouais, non, c'est clair. Et puis un petit clin d'œil aussi sur ce match-là à l'autre, rookie, Cardozo, qui nous sort encore Ouais. un double-double en 10 points, 10 rebonds. Intéressante, qui aura notamment beaucoup plus de temps de jeu, dû aux blessures dans cet Ouais. effectif. Donc ça, c'est aussi intéressant pour Chicago. Et puis de l'autre côté, on sent aussi le réveil petit à petit, d'Aliyah Boston, C'est clair. rookie de l'année en titre, qui commence aussi à monter en pression et on sent que certains automatismes commencent à être trouvés avec Caitlin Clark, donc c'est encourageant, pour le Mmh. Fever. C'est clair, exactement. Bon, bah, écoute, on a fait un bon point sur le classement. Je te propose qu'on passe, sur notre partie focus de la semaine et puis, bah, écoute, je vais te lancer sur le sujet Brittney Griner. Ouais, et elle est de retour et ça se voit pour Phoenix. Bon, on va pas parler des polémiques, etc. Brittney Griner est de retour sur le territoire américain et elle joue au basket pour notre plus grand plaisir. Et honnêtement, là, si on regarde les derniers matchs et les dernières actions, c'est un peu, enfin, on voit un peu comme si c'était un adulte qui joue parmi des enfants. Donc, juste, on va resituer les mensurations de Greener. C'est donc 222 centimètres d'envergure. C'est plus que Giannis Antetokounmpo et c'est 2,6 m pour la taille. Et donc, depuis son retour, c'est 3 victoires et 1 défaite pour le Mercury sur retour qu'elle a effectué le 7 juin. Et donc, sur ces stats de la saison, en 4 matchs, elle est à 22 points, 8 rebonds, un peu plus de 2 passes et 2 contres, le tout à 63% au tir. Et puis, si on regarde aussi, ce qui me frappe à Phoenix, c'est vraiment la joie de vivre et l'envie de partager des bons moments. On sait que Diana Taurasi, c'est un peu, elle est plus sur la pente descendante et quand on la regarde, on sent qu'elle est juste heureuse et vraiment juste contente de pouvoir jouer encore à ce niveau-là et puis jouer avec ses «copines» entre guillemets et puis aussi Kalea Cooper qui est exceptionnelle et vraiment je sens qu'il y a un bon état d'esprit dans cette équipe. Le nouveau coach Nate Tibbetts, pareil, il a l'air impliqué avec ses joueuses et cetera et puis ouais, Brittney Griner, c'est un point de fixation que tu as en bas et qui permet, on l'a vu sur le dernier match contre Seattle, quand ça vient doubler, et ben, elle a juste à lâcher le ballon et puis juste ça crée des décalages. Ouais, non, c'est clair, je te rejoins tout à fait là-dessus. Le bilan de Phoenix pour l'instant, elles sont à l'équilibre, elles sont en 7 victoires, pour 7 défaites. Mmh. Bon, alors cette semaine, il y a eu une défaite contre Vegas, OK, mais il y a une grosse victoire significative contre Seattle, dont tu as Ouais. parlé et donc bah, de toute façon, c'est une équipe qu'on attend à peu près dans ce range-là, milieu de tableau, pour aller chercher un premier tour de play-off plutôt avantageux. Et puis c'est sûr que le retour de Brittney Griner leur fait beaucoup de bien. Profitons encore de Diana Taurasi. C'est clair. Ceux qui ont la chance de pouvoir la voir jouer aux Jeux Olympiques cet été à Paris, n'hésitez pas. Vraiment, c'est une légende du jeu qui joue logiquement ses derniers JO et qui devrait être plus sur la fin de carrière, comme tu l'as très bien dit, à 42 ans. Mmh. Donc non, il faut profiter de ces joueuses-là et qui sont des légendes de ce sport. Et puis, bah, écoute, on souhaite le meilleur pour Phoenix pour la suite. Ouais, je pense que ça va bien matcher. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Écoute, sur le 2e focus, moi, bien évidemment, tu me Mmh. connais, je voulais parler un petit peu de New York. Quelle Heu, surprise.
Quelle surprise, bien évidemment. Non, mais pour être objectif, même si ça va être compliqué, on avait eu des doutes sur le début de saison de New York, sur la mise en place du jeu et plus globalement sur la gestion des possessions, avec une efficacité au shoot qui n'était pas très bonne. Ouais. On avait du mal à trouver Jonquel Jones et Breanna Stewart dans la peinture. Là, on sent que New York a quand même est monté très sérieusement en régime. Elles sont sur 8 victoires consécutives. Elles sont deuxième au bilan derrière le Sun, mais ça se joue à pas grand-chose. Et puis, c'est la seule équipe, comme tu l'as très bien dit, à avoir fait tomber Connecticut. On en a rapidement parlé. Elles joueront contre Minnesota en finale de la Commissioner Cup. On rappelle qu'elles sont tenantes du titre. C'est clair. Écoute, moi de ce que je vois du Liberty pour le moment, j'ai vraiment cette impression qu'elles montent concrètement en niveau. On voit notamment cette semaine, même si elles n'ont joué qu'un match, sur les derniers matchs qu'elles ont joué, une Jonquel Jones qui est beaucoup mieux intégrée dans le jeu, qui est beaucoup plus servie au poste et qui en plus de ça est à droite sur ses shoots extérieurs. Pour vous donner quelques points stats, le Liberty est la deuxième équipe au rebond en prenant 36 rebonds par match et deuxième aussi équipe à la passe avec plus de 22 passes par match. Ça, c'est un élément qui est aussi vraiment mis en avant par la qualité et la progression de Sabrina Ionescu en tant que, comme ça, à ce niveau, en tant que playmaker. On sent qu'elle prend vraiment ses aises petit à petit et elle est beaucoup plus à l'aise à la passe. Et puis malgré le manque d'efficacité globalement de Breanna Stewart à 3 points, elle sort quand même des grosses stats. Tu vois, on a 4 joueuses à plus de 10 points. Donc on a Jonquel Jones, Sabrina Ionescu, Breanna Stewart et Bethany Jalani. Donc on a un gros effectif à New York, on le savait. Globalement, on en parle assez fréquemment, mais c'est peut-être la dernière année du projet avec autant de stars. Elles n'ont plus vraiment le droit à l'erreur. Alors, si elles gagnent la Commissioner Cup, bravo, mais c'est pas ça fondamentalement leur objectif cette année. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette saison, de ce début de saison de New York ? Est-ce que tu les sens à l'aise ? Est-ce que tu les sens potentiellement prêtes pour aller défaire Vegas ? Tu me demandais ça il y a 3 semaines, je te disais non, mais là, il y a vraiment quelque chose qui se passe avec vraiment la montée en puissance de Jonquel Jones, que j'ai remonté deuxième de mon MVP ranking publié tous les mardis. Et s'il y a une joueuse qui fait du bruit en ce moment, c'est bien elle. Elle a réalisé son record en carrière contre Vegas samedi soir avec 34 points à 12 sur 16 au tir et 4 sur 5 derrière l'arc. Une big man qui shoot comme ça, on a rarement vu une telle efficacité. Et collectivement, le jeu du Liberty, c'est beau à voir. Faut juste le point de vigilance, faut pas oublier Jonquel Jones. Parce que parfois, il peut y avoir des séquences de 4 possessions, 6 possessions, 8 possessions, où elle touche pas beaucoup le ballon. Et là, on a l'impression que New York se perd et tente des choses au lieu de tout simplement servir leur meilleure joueuse et leur joueuse la plus dominante. Et puis, ouais, Sabrina Ionescu qui a pris les rênes de l'attaque avec Courtney Vandersloot qui est absente pour des raisons personnelles. Ça fait bientôt une semaine. On n'a pas de nouvelles. On espère que ça va bien pour elle. Mais ça permet à Ionescu d'avoir le ballon, de le monter et puis de servir magnifiquement ses intérieurs, ses extérieurs. Laini qui fait une grosse saison, hein, notamment des deux côtés du terrain, avec des défenses assez agressives et puis exceptionnelles en défense sur le périmètre. Et voilà, Breanna Stewart qui fait son début de saison, pas à droite, mais compense avec d'autres choses. Elle sait que ça va venir un jour. Et puis le Liberty est pour l'instant bien installé en tête du classement. Ouais, non, c'est clair. Et puis, tu en as très bien parlé. L'absence de Vandersloot donne. Bon, on espère que tout va bien, bien évidemment. Exactement. Mais on sent beaucoup plus de cohérence, malheureusement, en son absence, dans les mises en place du jeu. Au-delà de l'aspect purement passe, Sabrina Ionescu gagne aussi en adresse petit à petit. Elle avait un début de saison vraiment compliqué au niveau de son adresse extérieure. Là, elle a redressé un petit peu la barre. Elle tourne à 35% en shoot, à 3 points et globalement à pratiquement 43%. Donc, ouais, on voit des stats en hausse.
Comme tu l'as très bien dit aussi, on sent que les joueuses du Liberty s'appliquent à mieux trouver Jonquel Jones, qui Ouais. en fait est beaucoup trop dominante finalement à l'intérieur. Et du coup, on le ressent aussi, elle est moins frustrée. Là, on l'avait vu énormément frustrée, voire un peu boudeuse sur le terrain en début de saison. Là, on la sent beaucoup plus à l'aise sur le terrain. On sent que le Liberty, en fait, c'est ça, commence vraiment à trouver un réel équilibre collectif. Et puis, bah, bien évidemment, hein, quand tu as un collectif aussi complet que New York, j'ai envie de te dire qu'elles n'ont pas trop le choix non plus, hein. Ouais, tu as bien dit, le mot c'est équilibre. C'est vraiment c'est le mot d'ordre pour cette équipe. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bah écoute, on a fait un bon tour sur notre focus de la semaine. Je te propose qu'on passe sur les affiches à suivre. Et il y a 3 belles affiches à suivre cette semaine. Écoute, je te laisse nous parler du gros choc qu'on va avoir vendredi. Absolument, dans la nuit de vendredi à 4 heures, c'est Vegas contre le Sun. Alors là, ça va être un vrai test pour Las Vegas pour pouvoir voir si elles peuvent rebondir après donc 4 défaites sur les 5 derniers matchs. C'est pas un adversaire facile, hein, bien sûr. Après, on sait que Las Vegas, c'est la meilleure équipe au nombre de points marqués. Donc, il suffit, avec des gros guillemets, qu'elle s'applique en défense. Et puis, normalement, si tu marques plus de points que l'adversaire, tu gagnes. C'est tout simple. Et puis, Connecticut, eux, qui vont essayer de faire déjouer l'attaque de Las Vegas. Et puis, on va voir. T'as un petit prono, Tom? Écoute, moi, sur la forme actuelle, j'ai du mal à voir Connecticut perdre. Ouais. Tu en as très bien parlé dans les joueuses de la semaine quand tu as une Alyssa Thomas aussi régnante des Mm. 2 côtés du terrain, qui est en fait bah, une joueuse tellement polyvalente et tellement puissante. C'est compliqué à la stopper et très honnêtement, j'ai pas l'impression que Vegas soit en mesure, pour le moment, hein, à l'instant T de la saison, soit en mesure de pouvoir réellement proposer une opposition forte contre ce Sun. Sachant qu'à côté, on n'a pas parlé, hein, mais tu as toujours Diwana Booner qui Bien nous fait sûr. un gros début de saison. Tayasha Harris aussi qui fait un gros début de saison. Donc, globalement, le Sun est compliqué à défaire. Ça a été un beau match contre le Liberty et le Liberty a dû, entre guillemets, vraiment se concentrer et très très bien jouer pour battre Connecticut. Donc moi, si je devais te donner un petit prono, je parierais sur une victoire du Sun qui m'impressionne vraiment depuis le début de saison. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Las Vegas, c'est peut-être un peu trop tôt pour que la forme revienne du jour au lendemain comme ça. Après, à voir si Chelsea Gray joue, ce qui pourrait changer quand même beaucoup de choses. Et puis à voir si la rookie Carter va pouvoir jouer. Peut-être qu'on assistera à un upset, entre guillemets. C'est clair. Et puis bon, après, même si Chelsea Gray revient, forcément, elle sera limitée en termes de minutes. Absolument. Et puis revenir sur un match où potentiellement tu as Gina Carrington qui sera en défense, c'est pas, on va dire que Ouais, c'est c'est, clair. c'est pas la meilleure reprise. En tout cas, on lui souhaite pas forcément ce Mm. genre de reprise là, parce que on connaît l'intensité défensive que Melson globalement et Carrington, qui en est la tête d'affiche. Sur la deuxième affiche dont on voulait vous parler, bien évidemment, comme vous le savez depuis le début de la saison, beIN Sport vous propose 1 à 2 affiches par week-end. Ce week-end, ce sera samedi soir à 21h, une opposition entre les New York Liberty et les Los Angeles Sparks. On n'a pas beaucoup parlé des Sparks cette semaine, avec une autre rookie Ouais. assez importante depuis le début de saison. Bah écoute, je te laisse nous parler un petit peu de cette affiche. Absolument. Et donc, c'est la rookie dont tu parles, c'est Rika Jackson, qui a fait une dernière semaine assez extraordinaire, ouais, avec presque 13 points, 5 rebonds et 2 passes, le tout à 45% au tir. Elle apporte beaucoup à Los Angeles, et puis elle met de l'impact, elle met de l'énergie. C'est une vraie energizer. Et puis, bien sûr, Cameron Brink, qui là va devoir faire attention à ses fautes, notamment contre Jonquel Jones, qui pourrait la provoquer à l'intérieur. Mais ça peut être un bon match-up, entre guillemets, pour les Sparks, puisque Cam Brink, on sait qu'elle peut défendre sur le périmètre. Et puis, on sait que Brianna Stewart et les intérieurs du Liberty jouent au périmètre. Donc, à voir comment ça va se passer. Et puis, les Sparks qui ont bien sûr MB, qui a été joueuse de la semaine
la semaine passée justement, C'est ça. et qui fait un début de saison remarquable. Elle qui était plutôt dans un rôle de 6e woman précédemment et qui là prend toute sa place et s'affirme en tant que titulaire à Los Angeles. Ouais, exactement, exactement. On voit les rookies de LA commencer petit à petit à progresser. On en parle assez souvent, mais c'est sûr que collectivement, c'est pas évident. Ouais, On sent qu'il y a vraiment des faiblesses dans cet effectif, et que l'objectif d'LA, bien évidemment, n'est pas d'aller jouer les playoffs, mais plutôt vise le bas de tableau cette saison. Paradoxalement, on a envie de voir jouer Cameron Brink, mmh qui éblouit vraiment par sa polyvalence et son intelligence défensive, notamment sur le début de saison. Sur son dernier match, tu vois, la défaite contre Atlanta, elle nous a sorti aussi une belle ligne offensive avec 16 points ouais. à 6 sur 13 au shoot. Donc on aimerait bien aussi l'avoir un peu plus, entre guillemets, «servie», parce elle a vraiment de bonnes mains et de bonnes capacités de finition. Donc on sera aussi, bah, écoute, devant notre télé pour voir encore une victoire du Liberty, hein. Moi, je me mouille tout de suite, hein. Je me mouille bien évidemment, au Je Barclays pense que là-dessus, Center il y de aura pas de Brooklyn. surprise. Ouais, on est d'accord, on est d'accord. En plus, profitez-en franchement, 21:00, on sait que la saison NBA est terminée, donc c'est le moment de se lancer dans le train WNBA et quoi de mieux que de regarder le Liberty pour se mettre dedans? Exactement et en plus, c'est des matchs qui durent un peu moins longtemps, puisqu'on a que 40 minutes de jeu entre guillemets, donc en 2 heures, ça se passe tranquillement. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est intense, c'est cool et puis, bah, on le sait, hein, petit à petit, vu que la saison NBA est terminée, il y a pas mal de joueurs qui viennent courtside, pour donner un Absolument. petit peu d'encouragement. On avait vu Jimmy Butler, qui est très proche de Cameron Brink, Ouais. venir à LA. On avait vu Donovan Mitchell, en début de saison, venir du côté du Barclays Center à Brooklyn. Donc Ouais, Mikal attendez-vous à Bridges aussi, ouais, le c'est joueur des ça, Nets. c'est ça. Attendez-vous à avoir pas mal de têtes d'affiche, en courtside, au Barclays à 21:00 samedi. Pour terminer ces affiches et on va parler, bah, du gros match en fait qui nous attend, Ouais, mardi prochain. Cette finale de la Commissioner's Cup, qui aura lieu du coup dans la nuit du mardi 26 juin à 2:00 du matin et qui oppose le Lynx encore une fois au Liberty. Elliot, je te lance sur le sujet. Dis-moi, présente-nous ce match. ouais, absolument, donc c'est la finale de la Commissioner's Cup, le tournoi de mi-saison organisé par la WNBA qui s'inspire, enfin, dont le In-Season Tournament en NBA s'est inspiré et puis, donc 500 000 € à la clé, une grosse cagnotte. Et puis, donc 5 matchs, dans chaque conférence joués par les équipes et les 2 équipes avec le meilleur bilan, donc Minnesota à l'ouest et New York à l'est, s'affrontent, pour une grande finale et pour remporter le titre de la Commissioner's Cup. Effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, le Liberty est tenant du titre avec, Jonquel Jones en MVP de la compétition et donc cette année, on va voir si elles peuvent, faire le doublé et à noter que le match ne se jouera pas au Barclays Center à cause de la draft NBA. Je sais pas si vous avez vu passer l'information, mais la draft NBA le 26 et le 27 juin décale le match et donc c'est envoyé dans une autre salle de l'État de New York, une salle où joue une équipe de hockey sur glace. Je n'ai plus le nom de la salle, mais Mmh. voilà. Et Ouais, puis le pour Lynx qui va tenter de détrôner les tenants du titre. Ouais, bien sûr. Moi, pour rebondir là-dessus, c'est un petit coup de gueule, que j'ai Ouais, à je suis passer d'accord. pour l'organisation. On ne cesse de nous prôner «l'équité» entre guillemets entre les hommes et les femmes et on fait entre guillemets passer une draft. Alors c'est pas pour réduire entre guillemets, l'importance de la draft, mais quand on a l'opportunité d'avoir une affiche aussi belle, qui aurait pu se jouer, alors tu vois au Barclays, mais pourquoi pas au Madison en fait? Pourquoi tout Ouais, simplement pas mettre cette affiche au Madison Square Garden à New York? C'est vraiment dommage, enfin, mettre cette finale le jour de la draft, on sait bien évidemment que, bah, en termes d'audience, ça aura son impact aussi. Puis c'est vraiment dommage parce que, bah, tu l'as très bien présenté, ça va être une super affiche qui oppose, des joueuses de qualité. On ne cesse de parler des joueuses du Liberty depuis le saison et on ne cesse aussi de parler de Nafissa Collier qui est tout simplement, bah, impressionnante et vraiment belle à voir jouer sur un terrain. On aura une vraie opposition de style. On rappelle aussi que Minnesota a fait tomber, le Liberty en début de saison. absolument. C'est leur dernière défaite en cours d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc non, non, ça va être un très gros match. C'est quoi toi ton prono sur ce match?
Honnêtement, dur à pronostiquer. Donc, le Liberty qui aura un peu moins l'avantage du terrain, entre guillemets, puisque c'est à la UBS Arena de Elmont, pardon, dans l'État de New York. Donc, peut-être que ça va jouer en faveur des Lynx. Puis moi, je vais donner le Lynx favori juste pour te contre-Jeff, puisque tu vas donner le Liberty favori. Non, le Lynx de Kayla McBride et Nafisa Collier, voilà. Ouais, non, mais après, je mets le Liberty favori, mais c'est pas forcément objectif. Mais de Oui. manière un peu plus concrète, c'est sûr que c'est 2 équipes qui font un super début de saison et honnêtement, si ça n'avait pas été une de ces 2 équipes, on aurait aimé aussi voir Connecticut, mais globalement, ce sont les 3 meilleures équipes du début de saison, donc cette affiche est complètement logique. Moi, allez, je donne le Liberty favori, bien évidemment, et j'aimerais bien voir un gros match, une grosse opposition à l'intérieur entre Nafisa Collier et Jonquel Jones. Ça promet. Ça promet. Donc voilà, vous savez tout pour les affiches de la semaine. Pour terminer ce podcast, on vous donne toujours une ou deux petites infos en plus en fin d'émission. Elliot, est-ce que tu avais une info que tu voulais nous partager? Ouais, puis c'est une petite dédicace à Lou Lopez Sénéchal, notre franco-mexicaine, draftée en 5e position l'année dernière et qui a fait une saison blanche à cause d'une blessure au genou, qui a inscrit les premiers points de sa jeune carrière jeudi soir dernier sur un joli buzzer beater dans le garbage time face à Seattle. Et puis samedi soir, elle a continué et elle a donc battu son record en carrière avec 4 points inscrits à 2 sur 3 au tir. Et lundi soir, hier soir au moment où on tourne, et il y a 2 nuits quand vous écoutez ce podcast, avec 14 minutes, elle nous a sorti 3 sur 7 au tir et 1 sur 3 à 3 points, pour un total de 7 points, avec Arike Ogunbowale absente. Donc elle a eu des minutes de jeu et puis elle s'est illustrée. Ouais, bah, carrément, c'est cool de voir, nos petites joueuses françaises et notamment franco-mexicaines avec Lou Lopez pouvoir gagner un petit peu de temps de jeu. C'est vrai qu'avant les JO, là, forcément, la quantité de joueuses françaises représentées en WNBA est moindre, mais vous inquiétez pas, vous aurez l'opportunité de voir nos joueuses françaises évoluer pendant les JO avec un gros effectif et pourquoi pas par la suite, certaines joueuses, rejoindre la grande ligue Tout américaine. à fait. Dernière info, comme vous le savez, en ce mercredi, vous pouvez aussi nous rejoindre à 19h sur le space organisé par moi-même sur le compte de Coast to Coast sur Twitter. On abordera pas mal de thématiques, celles dont on a parlé dans ce podcast, mais aussi d'autres thématiques avec nos représentants des comptes WNBF français. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre à 19h, on lancera les infos et on relaiera tout ça. On sera là. Top. Bah écoute, Elliot, je te remercie. Merci beaucoup. On a fait un bon débrief cette semaine. On retrouvera logiquement Chris la semaine prochaine s'il décide de revenir de vacances. Rien n'est moins sûr. Le capitaine reprendra son bateau. Exactement. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. Et puis, bah écoutez, on se retrouve mercredi prochain avec encore plein d'infos et le vainqueur de la Commissioner Cup. Allez, ciao tout le monde. Ciao.